Alors, dans mon laboratoire de thèse, on cherche à comprendre comment les neurones communiquent entre eux face à des zones de contact qu'on appelle les synapses. Et on caractérise cette communication entre les neurones, donc cette communication neuronale, à l'état basal, quand un neurone fonctionne normalement, pour comprendre par exemple les mécanismes de la mémoire ou de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus aussi à l'aspect pathologique, parce qu'on sait que certaines maladies peuvent être expliquées en partie ou totalement par un dysfonctionnement de cette communication entre les neurones, et les troubles du syndrome autistique, dont l'autisme fait partie de ces pathologies qui peuvent être expliquées en partie par un déficit de communication neuronale. Alors, au cours de ma thèse, j'ai travaillé sur le syndrome de Phelan-McDermid, qui fait partie de la grande famille des TSA, donc les troubles du syndrome autistique. Et ce syndrome de Phelan-McDermid entraîne chez les patients un déficit dans leur communication et leur capacité à avoir des interactions sociales. Donc, par exemple, ils vont avoir du mal à reconnaître les émotions chez les autres personnes. Ils vont avoir beaucoup de gestes répétitifs, très stéréotypés. On sait chez ces patients qu'on peut observer des dizaines, voire des centaines de mutations génétiques qui peuvent être toutes différentes d'une personne à l'autre. Et par contre, il y a une mutation génétique qui est commune à tous ces patients, et c'est une mutation sur le gène SHANK3. Et ce gène permet la fabrication d'une protéine qui est très importante pour le fonctionnement du cerveau. Dans mon laboratoire, on s'intéresse à la façon dont les neurones vont communiquer entre eux grâce à des zones de contact qui s'appellent les synapses. Et ces synapses sont des zones des neurones qui sont très organisées, très structurés, qui ont à l'intérieur comme un petit squelette, un échafaudage très défini de dizaines, voire de centaines de protéines différentes. Et la protéine SHANK3, donc qu'on sait être mutée dans le syndrome de Phelan-McDermid, va être en plus petite quantité chez ces patients-là, et elle est très importante dans l'organisation, dans le squelette des synapses des neurones. Donc l'objectif de ma thèse, c'était de comparer le fonctionnement d'un neurone normal, qui a un fonctionnement ordinaire, si je puis dire, et le comparer au fonctionnement d'un neurone où il y a cette protéine SHANK3 qui est en plus petite quantité, donc comme chez les patients atteints du syndrome de Phelan-McDermid, et comprendre à quel point cette protéine, qui est très importante dans la structure de la synapse, va affecter, va déstabiliser les neurones pour communiquer entre eux plus ou moins bien. Alors, il y a les neurosciences, bien sûr, pour l'aspect biologie, comprendre le fonctionnement des neurones et du cerveau. Mais on a aussi beaucoup travaillé avec des physiciens, des informaticiens et des chimistes. Mon projet consiste à comprendre comment les neurones communiquent bien entre eux ou pas. Et pour ça, on a utilisé des microscopes très puissants, et on n'avait pas toutes les compétences nécessaires pour développer ces microscopes et les faire fonctionner au quotidien. Donc, les compétences de ces gens-là étaient aussi très importantes pour nous. Et c'était un travail très complémentaire et interdisciplinaire pour arriver à travailler tous ensemble sur un projet de recherche qui était assez complexe et qui nécessitait des compétences diverses. Alors, il y a des partenaires locaux, bien sûr, puisque le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, l'Institut interdisciplinaire de neurosciences, c'est un laboratoire du CNRS, donc de la recherche publique française, qui est basé sur le campus de l'Université de Bordeaux. Donc au sein du laboratoire, il y a des chercheurs et des enseignants-chercheurs de l'université. On a aussi travaillé avec des chercheurs du Salk Institute en Californie, aux États-Unis, qui eux étaient experts en informatique et qui nous ont permis de développer des analyses d'images très compliquées. On n'avait pas les compétences ici pour le faire. Donc voilà, on a fait appel à des partenaires publics, bien sûr, la plupart du temps, surtout dans un cadre très international, puisqu'on a travaillé avec des chercheurs américains pour certains aspects du projet. Après, au quotidien, on échangeait avec des chercheurs du monde entier qui étaient tous experts sur l'autisme dans différents domaines et différents aspects. Ça nous a permis d'échanger sur nos avancées, nos résultats, et nous donner des conseils aussi au quotidien sur la méthodologie à utiliser, par exemple. Donc, j'ai travaillé sur des neurones de rats en culture, dans des petites boîtes en plastique. Et en fait, ces neurones baignent dans un milieu qui imite le cerveau de l'animal finalement, donc ils peuvent rester en vie dans ce liquide pendant plusieurs jours, voire 2 ou 3 semaines. Et donc ça nous permet d'observer ces neurones en vie et capables de fonctionner normalement sous un microscope qui est
très puissant, c'est une technique de microscopie qu'on appelle le STORM et qui nous permet d'observer les protéines à l'intérieur des neurones quasiment au nanomètre près. Et donc voilà, l'assemblage de ces neurones en culture issus d'animaux et l'utilisation de cette technique de microscopie nous permet de voir la position des protéines dans les neurones et la façon dont les neurones sont capables d'échanger des informations entre eux. Alors, la première partie de mon projet m'a permis de mieux comprendre chez des neurones sains, issus d'animaux non malades, comment certaines protéines dans les synapses des neurones étaient organisées. Donc ça nous apprend déjà énormément sur la façon dont les neurones échangent des informations entre eux et comment se mettent en place à plus grande échelle les mécanismes de mémoire et d'apprentissage, par exemple. Et ensuite, dans la seconde partie de mon projet, où j'ai utilisé des neurones qui présentaient une plus petite quantité de la protéine SHANK3 et qui donc mimaient ce syndrome de Phelan-McDermid, on a pu voir que les synapses avaient déjà, au premier coup d'œil, une forme très différente. Donc c'était bien la preuve que cette structure, ce squelette, était défait un peu et ne permettait pas aux neurones d'avoir une forme correcte pour pouvoir communiquer avec les autres cellules autour de lui. Et en regardant plus en détail, le fait que juste la protéine SHANK3 soit en plus petite quantité, ça a eu un effet très important sur l'organisation de toute la synapse en elle-même. Il y avait d'autres protéines très importantes pour la communication neuronale qui étaient là en plus petite quantité, ou alors pas placées au bon endroit, ou alors accrochées à d'autres protéines, mais pas vraiment de la bonne manière. Donc toute cette désorganisation, juste due à une seule mutation génétique, nous a permis de comprendre que effectivement, cette protéine SHANK3 avait un rôle très important dans la communication neuronale. Donc si elle était là en plus petite quantité, le fonctionnement normal d'un neurone ne pouvait pas se faire. C'est ce qui permet d'expliquer en partie finalement une mauvaise communication chez les patients, un problème de reconnaissance des émotions, des gestes répétitifs, un déficit dans les interactions sociales, etc. Donc j'aimais bien dire que finalement, si les neurones avaient du mal à communiquer entre eux, c'était l'impact chez les patients qui avaient eux aussi du mal à communiquer entre eux. Et bien sûr, ce sont des résultats qui sont obtenus à une échelle très petite, au nanomètre près, sur une mutation génétique pour un syndrome de toute la famille des troubles du spectre autistique. Donc on ne prétend pas du tout trouver le remède miracle pour trouver un traitement qui guérirait tous les autistes, bien sûr. Mais c'est l'assemblage de dizaines, centaines, milliers d'équipes de recherche qui travaillent sur l'autisme en général. Chacun va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et va permettre de mieux comprendre la maladie, les symptômes qu'on voit chez les patients, arriver à expliquer cette origine biologique et puis après, peut-être pas trouver un traitement, mais au moins trouver un moyen de soulager certains symptômes et améliorer le quotidien des malades et de leur famille.